Candidat 2020-2021, c'est la ronde 13 qui avait lieu aujourd'hui, la 13e et avant-dernière ronde. Si les chances de Nepomniachtchi sont très proches, se rapprochent des 100%, d'autres n'ont pas dit leur dernier mot et MVL, autant que Guiri, pensent chacun qu'il existe, enfin savent chacun qu'il existe une petite chance qu'ils tirent leur épingle du jeu, même si pour Guiri, on va dire que c'est possible et que pour MVL, il faudrait un certain nombre de circonstances favorables. Mais qu'est-ce que cela va donner? Les 4 matchs du jour, en commençant par les moins cruciaux dans le sens où ils ont moins d'enjeux. Il s'agit, on va dire, Alexenko contre Dingliren, pardon, le 8e contre le 6e, aucun enjeu sportif, éventuellement pour les départages, mais ça reste anecdotique. Il y aura également un petit Wang Hao Caruana qui a perdu ses chances de l'emporter suite à sa défaite avec les Blancs contre un Anish Giri incroyable qui, après 5 rondes dans la deuxième phase de ces candidats, a marqué 4 points. 4 points sur 5, c'est vraiment un exploit incroyable. Et là, battre Caruana avec les Noirs, vraiment chapeau. Les 2 matchs ultra importants du jour sont Grichuk contre Guiri. Grichuk n'a plus de chance de gagner, mais Grichuk, c'est un battant, comme à peu près tous. Mais lui, il peut envoyer, il peut y aller, il peut forcer. Et Guiri, lui, qui a un demi-point de retard sur la tête Nepomniachtchi, doit réaliser un nouvel exploit après avoir battu Caruana avec les Noirs. Il doit à nouveau jouer les Noirs et gagner pour avoir une petite chance, d'autant que le départage vis-à-vis de Nepo lui est pas favorable. Enfin, le match que nous attendons tous, c'est la énième fois pendant ces candidats, deuxième moitié, que MVL joue le match principal. Ben oui, c'est le match avec le plus d'enjeux. Pourquoi? Parce que Nepo est en tête, mais Maxime jouant contre Nepo, si Maxime gagne, ça veut dire que Nepo perd. Oui, j'ai fait des études. Et donc, que Maxime gratte un point entier sur Nepo. Certes, il ne se rapprocherait qu'à un demi-point de Nepo, mais si Guiri perd et que MVL gagne, l'un dans l'autre, on pourrait avoir du suspense. Toutefois, les bookmakers sont clairs, c'est Nepo qui a le plus grande chance de gagner. On verra, suspense. A tout de suite pour le détail. Première partie du jour que je vous commente, il s'agit de Alexeyenko, Kirill de son prénom, contre Dingliren, l'Irène de son post-nom, qui s'affrontent pour la gloire, pour les lots, pour la satisfaction d'avoir une victoire de plus à son palmarès. Il y a 100 points Elo de différence entre les deux, mais qui sait? Alexenko a les blancs. Tout espoir est permis. Il pourrait rentrer ou re-rentrer. Je ne crois pas qu'il y soit déjà allé parmi les personnes ayant atteint 2700. Sachez d'ailleurs, entre parenthèses, qu'il y a 13 joueurs, c'est la petite anecdote en passant, qui ont atteint dans toute l'histoire des échecs la cote incroyable de 2800, le premier étant 2800 par Kasparov en l'an 2000. Il aura fallu pratiquement 10 ans, peut-être 10 ans, pour que le deuxième joueur l'atteigne, donc en 2010. Et actuellement, ils sont que 13 à avoir un jour franchi cette barrière. La partie, quels sont les enjeux? Donc, je vous disais que de l'élo. La partie commence par un traditionnel E4, E5, cavalier F3, cavalier C6 qui défend le pion E5 attaqué. Le fou qui part en C4, c'est la caractéristique de la partie italienne. Le 3 cavaliers, donc le cavalier qui sort en F6, tout de suite un D3 pour venir défendre le fou et le pion. Bon, rien d'extraordinaire, une espèce de miroir qu'ils rencontrent très fréquemment. Le C3, on sait que les blancs vont vouloir pousser D4 à un moment pour contester le centre et le prendre à leur compte. Rock, jusqu'ici, rien d'extraordinaire. Un H3 qui parfois est pas terrible, mais qui là est très bien, qui empêche les noirs de venir contester la case G4 et d'embêter le cavalier qui n'aurait pas beaucoup de cases pour s'installer. Tout ça est très, 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 très standard. Le H6, en revanche, n'est pas ultra fréquent. Dans cette position-là, c'est une fois sur 3. Mais bon, là, on a déjà plus beaucoup de parties qui ont été jouées. La tour qui vient en colonne E pour contester cette colonne qui sera probablement la première ouverte. Et le cavalier blanc partira peut-être, ça arrive fréquemment, en D2, puis en F1, puis en G3. Avant d'attaquer le fianchetto, enfin le roi adverse. Il y a eu tellement de fianchetto que
J'ai l'impression qu'il y en a partout. Le fou qui vient... Alors, quelqu'un va prendre le fou, quelqu'un va pas le prendre. Le fou de case blanche, on les change pas. On est déjà dans une partie inédite. L'équilibre est de mise. Le centre par la colonne D qui s'ouvre. La dame qui sort. Bon, je vous l'ai dit, hein, ce cavalier qui se balade jusqu'en G3, rien d'extraordinaire. Des dames qui se regardent en diagonale. Un roi qui vient en H2. Tout ça semble étrange, mais écoutez, ils sont bien meilleurs que moi. Hein. Ils ont certainement leur raison. Ça avance. Tiens, la tour noire qui vient en colonne D, alors que la tour blanche est toujours en colonne A. Ce qui veut dire que le combat, les noirs par Digne-les-Reines n'ont pas forcément envie de se battre pour exploser l'aile dame et veulent plutôt entamer l'échiquier par le centre, qui est un bon conseil à donner aux débutants. Ah, sacrifice de cavalier sur un pion. Attends, mais... Ah ben non, il a gagné un pion. Mais c'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Ne vous inquiétez pas, à ce niveau-là, quand on donne un pion, c'est généralement en compensation de l'activité de pièce, d'une ouverture, d'une défense affaiblie chez l'adversaire, etc. On ne donne pas un pion juste parce qu'on s'est trompé dans son calcul. Généralement, les calculs sont corrects et le matériel reste équilibré. Mais de temps en temps, on l'a vu notamment la ronde numéro 8, Caruana versus MVL. Hein. Je vous invite à regarder le match que j'ai commenté je vous mets les liens dans la description ou sur la chaîne. Hein. C'était la ronde 8. Caruana avait dans sa préparation octroyé une avance de 3 pions et un fou à MVL, et pourtant il y avait une telle activité dans ces pièces, MVL n'était pas développé et Caruana s'en était sorti et la partie s'était équilibrée avec une issue que je ne vous dévoilerai pas ici. Pas de divulgachage intempestif. Tour qui prend, oh là là, fou qui reprend, ah oui, c'était juste un échange, tout va bien. Les fous, regardez, c'est marrant parce que ce roi, il a l'air un peu sous pression, hop, fou, dame, tour, oh là là, c'est curieux comme installation, on dirait que les noirs foncent bien vers le roi blanc et que les pièces blanches ne sont pas au bon endroit. Toutefois, les pions pourraient couper un peu la diagonale, par exemple, avec un D3. Pas tout de suite, hein, parce que la dame, elle serait en prise, mais dans l'idée. Ah, je pousse le fou adverse sur une case qui me sied. Et oui, ça me permet de venir avec ma tour qui n'est pas défendue, clouer le fou adverse. La tour change de colonne. Le roi qui était en H2 se retrouve en échec, alors que normalement il était venu ici pour être à l'abri. Mais bon, il repart en H1. La partie reste équilibrée. Hein, les noirs ont égalisé. On estime qu'au début de la partie, les blancs ont un tout petit avantage. Et là, les noirs ont dit qu'ils ont égalisé. C'est-à-dire que la partie est vraiment équilibrée. Mais bon, il faudrait laisser tourner les ordi un petit moment pour savoir vraiment si les noirs ont égalisé, s'il y a vraiment un équilibre. Le cavalier revient pour empêcher éventuellement un mat. Hein. Il y a une menace d'échec et mat ici, hein, la dame étant défendue par le fou C7. Petite attaque par l'extérieur. Bon, petit calcul. Finalement, plus de peur que de mal. On revient. Ce pion, cette dame, elle défend un pion, elle défend un autre pion. Va falloir faire gaffe à ce qu'elle ne soit pas surchargée, qu'elle n'ait pas trop d'endroits différents à défendre en même temps. Bon, ça tournicote. Que se passe-t-il là ? Mais personne n'arrive à avancer, personne n'arrive à creuser l'écart. On avance, on essaie de replacer. Quand la partie semble un peu figée, on essaie généralement de placer ses pièces sur de meilleures cases, qu'elles aient de meilleures situations. Par exemple, ce fou-là semble très bien placé pour l'instant. Il est sur une grande diagonale qui regarde vers le roi adverse. Il est correctement placé. En revanche, peut-être que ce cavalier n'est pas génial. Il sert plutôt de bouclier humain, ou de bouclier équin, de bouclier hippique, de bouclier chevalin, pour cette diagonale noire tenue par le fou, ce qui fait que ce bouclier, ce cavalier en bouclier, diminue un petit peu la force du fou adverse qui ne peut pas voir le roi au travers H2. Donc chacun a des pièces pas forcément les mieux placées du monde. Le fou est un peu au milieu, mais le fou de case blanche, on ne sait pas où il pourrait se mettre mieux. Ça paraît un peu compliqué. Petit échange à l'aile dame des pions. Est-ce qu'on va réussir à avancer ? Écoutez, c'est bien équilibré. Hein. Les blancs tiennent bon. Kirill Alexeyenko, malgré ses 100 points Elo de moins, tient bon. Il n'y a pas d'enjeu. C'est pas forcément facile de se motiver. Il n'y a qu'un enjeu d'Elo et les candidats, c'est gagner ou rien. On continue. Ah, petite répétition. Ah non. Les blancs refusent de répéter.
Le pion noir, oh là là, qui s'est rapproché dangereusement. Il y a un pion à 2 qui n'est pas défendu. Enfin, défendu par la dame, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est fragilement défendu. Si les noirs arrivent jusqu'ici, eh ben, le pion noir serait très très proche de la promotion. Bon, jusqu'ici tout va bien. Voilà, ça tricote. Les blancs récupèrent ce pion un petit peu dangereux. Le pion à l'aile est très très loin de la promotion. Donc normalement, il n'y a pas trop de danger. Les blancs s'en vont avoir repris un petit avantage sur la partie. Le cavalier enfin, il est quand même plus sympa installé ici qu'en G3, non? Regardez, il vise le fou. Sachant qu'une paire de fous, c'est très puissant, notamment dans les parties assez ouvertes, où il y a de grandes diagonales ouvertes. Regardez-moi ces gigantesques diagonales contrôlées par des fous. Le cavalier contrôle moins de cases, mais il est quand même bien mieux installé ici qu'en G3 à l'époque. Il y a eu attaque, donc pardon, du pion C6 par le cavalier blanc. Le fou vient s'interposer. Attends, mais tu perds un pion là? Mais qu'est-ce que t'as foutu, Dingliren? Tu viens faire une fourchette entre un pion et une tour, et tu mets ton... What? Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Quand t'es Alexeyenko, tu te dis, attends, il m'a donné son fou ou quoi? Parce que là, si je prends, il reprend avec sa dame et... Attends, il a peut-être recompté. Je prends, il me reprend avec sa dame. Du coup, il attaque 2 fois mon cavalier, une fois avec sa dame et une fois avec sa tour. Il va falloir que je défende. Ah mais non, c'est bon, je pourrais ramener mon fou quelque part. Bah écoute, je prends. Là, l'ordi dit... S'il pouvait parler, Stockfish dirait « Qu'est-ce que t'as branlé, Dingliren ? C'est perdant ce que tu fais là. » Bah, qu'est-ce que t'as foutu ? Et Dingliren dit « T'inquiète frère, j'ai un plan. » Bon, bah la dame prend. Et du coup, bah tout simplement, hein, les blancs mettent leur tour en D3 pour défendre une deuxième fois le cavalier. Tout va bien. Alors là, ils se disent réunion au centre. On demande tous les intervenants au centre des JK. Donc ils se rapprochent tous. Et alors là, il faut compter. Les blancs par Alexeyenko sont censés avoir encore 26 minutes et Dingliren a encore 39 minutes. Donc on a le temps de réfléchir. Il faut bien compter. Hein. Entre le cavalier qui peut manger là, la découverte sur la tour qui mettrait échec, qui pourrait gagner un temps, la dame qui menace la tour, le cavalier, le fou qui attaque ici, qui par rayon laser attaque aussi la dame, le fou qui n'a pas encore trouvé sa bonne case, est-ce qu'il va venir par ici, par là, jusqu'ici? Comment on va s'en sortir? Les rois sont out, d'accord? Eux, ils ne sont pas concernés. Comment... Dès que tu bouges une pièce, tout peut s'effondrer. Il faut vraiment calculer, mais on se dit que bah voilà, faut compter. C'est du classique. Ils s'entraînent aux tactiques tous les jours, ces joueurs-là. Bon, bah écoute, je pense que ça va tenir. Là, le cavalier, il l'a attaqué 3 fois. Attends. Il a attaqué 1 fois, 2 fois, 3 fois. C'est au blanc de réagir. Va falloir le défendre 1 fois de plus. Bah c'est bon, je mets le fou là. T'es sûr que t'as compté là? Ça va finir en problème chesscom là, ton truc là. Dans les tactiques, dans l'entraînement, on va le jouer. Bah quoi, c'est bon. Le cavalier, il a attaqué 3 fois. Il est attaqué par le fou, par la dame et par la tour. Et moi, c'est défendu par la tour, par la dame, par le fou. Sûr? Attention. Esquive. Oui, bah tant mieux. Mon cavalier, il a attaqué que 2 fois maintenant. Donc c'est bon. Je vais t'empêcher de venir m'embêter. Parce que là, il y aurait échec et mat, hein, quasiment. Hein. Oui. Si la tour arrivait à descendre en B1, le roi blanc sera en échec. Il ne peut pas partir ici parce que le fou contrôle la case H2. La tour qui descendrait, la tour prendrait. La dame qui descendrait ici, la tour prendrait. La dame qui descendrait là, heureusement qu'il y a le fou. Mais comme le fou est là, si le fou restait ici, hop, tour descend en mettant échec si c'était au noir de jouer. Et là, il y aurait mat en quelques coups. Hein, le temps que les blancs interposent une pièce, leur pièce une par une, et il y aurait mat. Donc, Alexeyenko se dit, bah, c'est bon, regarde, c'est prévu. Je mets mon fou là et tout tient. Tout tient. Et si je mange ton fou, bah, je reprends ma dame. Et ta tour. Merde, j'ai mal compté là. Oh là là. Bon, bah, j'ai perdu. Attends, mais c'est une catastrophe là. Oui, c'est tout à fait une catastrophe. Donc, erreur de calcul probable de la part de Alexeyenko, qui a mal calculé et qui a, dans l'histoire, perdu. Alors, ça s'est plus ou moins équilibré, mais il a reperdu la qualité qu'il avait gagnée. Il a toujours un pion d'avance, mais il s'avère que toute l'activité et la pression sur le roi des noirs. Donc Dingliren a totalement renversé l'équilibre de la partie. Cette dame est totalement expulsée. Et regardez, en quelques coups,
les blancs se retrouvent dans une situation catastrophique. Un cavalier qui est revenu à la rescousse du roi à la vitesse de la lumière, mais les blancs essaient de se dépatouiller, mais le calcul de Ding Liren a été plus fort. Regarde, il vient ici pour attaquer le fou, le pion, mettre le roi en attaque. Bah ouais, mais là, non, c'est fini, là. Tu pars comment, la menace, là? Tu fais quoi, là, avec tu joues quoi, là? Le roi qui part par là, la dame qui prend, Euh, Sûr? Bah, je t'ai mis en échec, tu peux pas me mettre mat. Bon, bah, je te remets en échec. Bah, tu peux pas me mettre mat. Sûr? Bah, je vais te mettre en échec. Parce que dès qu'il met pas en échec, hein, dame prend G1, échec et mat. Le roi peut pas partir. Le roi, il se barre. Échec. 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 Ah! Ouf! Échec. Le but du roi noir, c'est de se cacher à un endroit où les blancs ne seront pas capables de le mettre en échec. Or, gros calcul de la part des noirs. Et là, Alexeyenko comprend qu'il n'est plus possible de s'en sortir. Il ne peut plus, il n'a plus d'espoir d'empêcher le pion noir d'aller à dame ou de se faire mater en bas de l'échiquier dans le coin. Le cavalier est coincé, hein, il est totalement figé. Fou et dame contrôlent ses diagonales. Résultat, la dame soit ne va plus pouvoir mettre en échec le roi sans passer à travers ces diagonales-là, ou bien elle essaiera de passer par derrière, mais le pion noir va avancer d'une case et se retrouver protégé par le fou, et on aura un roi qui va tranquillement avancer, se cacher, avancer, se cacher. Ça va être long et douloureux, mais les noirs ne pourront jamais, jamais, jamais s'en sortir, et c'est pourquoi Kirill aura abandonné. GG Ding Liren. Voici le match qui a opposé Wang Hao de Chine à Fabiano Caruana des USA. Hier, Caruana, deuxième joueur mondial au niveau de l'Elo et meilleur joueur au niveau de l'Elo, joueur le mieux classé, on va dire, de ses candidats, a montré une forme très correcte, très très bonne. Il avait un point de retard au début de la deuxième moitié des candidats, mais il a cartonné. Il avait notamment battu le premier jour après une partie épique dont on reparlera pendant très longtemps, je pense, face à Maxime, malheureusement. Des préparations toujours plus fortes. Il avait jusqu'à 1h15 d'avance sur Maxime à un moment à la pendule. Il est incroyable de mémorisation. Il a même revendiqué avoir retenu 1 million de coups. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est ce qu'il avait dit. Il est en forme, mais hier, il a chu. Il est tombé face à Anish Giri, encore plus solide. Et Anish Giri lui a pris un point avec les noirs. Les ambitions de qualification cette année et de revanche face à Magnus sont envolées. La partie se jouera essentiellement pour l'Elo, pour la gloire, pour la satisfaction d'avoir marqué un point de plus. Et Wang Hao ayant montré dans cette deuxième moitié des candidats une forme, on va dire, en demi-teinte. Fabiano, s'il réussit à se motiver, peut s'en sortir. La partie commence avec une sicilienne, donc E4, C5, c'est la défense sicilienne. On essaie d'utiliser un pion de la colonne C pour le pion de la colonne C en l'occurrence, pour venir contester le centre et donc l'échanger contre un pion du centre, ce qui voudrait dire qu'il nous reste encore 2 pions au centre. Malin. La défense, on appelle ça la défense à la pine choisie par les blancs. C'est le pion C3 qui va arriver dans un coup, boum, C3 qui permet d'envoyer le pion D et donc de dire, hey, tu utilises un pion C pour prendre un pion central, mais moi je fais de même. Résultat, on a ouvert la colonne C et on a toujours chacun 2 pions au centre. C'est ce que je joue, alors avec moins de brio, avec peu de brio d'ailleurs, mais moi j'aime bien, ça ouvre un petit peu les lignes, j'apprécie. Donc voilà le fameux coup D4 et on a échangé avec la lapine, donc le pion C des noirs et le pion C des blancs, vous voyez ici. Il n'y en a plus. La colonne est déjà ouverte. C'est une colonne qui va se contester à un moment ou à un autre avec une tour. Et ça amène des parties que j'apprécie. J'aime bien. On rock. Ça avance tranquillement. Pas de on est encore vers le 10e coup. Donc tout va bien. Quelques échanges. Voilà. 2 colonnes traditionnellement ouvertes dans la lapine. Les colonnes C. Ça, c'est une colonne. Pas bourrée. Colonne C et colonne E. On va essayer de mettre tôt ou tard nos tours. C'est chose faite de la part des blancs. Attention, stop. Voilà, les blancs ont mis leurs 2 tours chacune dans les colonnes ouvertes. Les 2 compères ont un pion isolé. La force des noirs, de Caruana donc, c'est qu'il a un fou encore vivant.
Le fou est très joli en F7, une case traditionnellement faible en début de partie. Les blancs font un petit retour avec leur cavalier pour rebondir si possible plus loin. Au moment où Fabiano vient contester la colonne E, Wang Hao n'hésite pas et échange les tours. Finalement, on a chacun une tour sur une colonne ouverte. Qui va s'en sortir? Qui va réussir à manger le pion isolé de l'autre? Manger le pion isolé de l'autre, ça voudrait dire avoir soi-même un pion passé. Fabiano essaie de s'étendre à l'aile roi. Ici, petite tentative d'incrustation de la part du cavalier de Wang Hao qui revoit ses ambitions à la baisse quand la dame sort le bout de son nez. On s'aligne sur la colonne D, pourtant fermée, mais ils ont sûrement des plans que je ne connais pas. Hésitation, deuxième aller-retour de la part de Wang Hao, pendant que Fabiano pousse son pion. Allez, le pion, on y va. On essaie d'attaquer le cavalier de Fabiano qui trouve une espèce d'avant-poste ici magnifique. Contesté, hein, chance de survie d'avant-poste désormais 0. Et boum, les noirs ont un pion pas... Bah oui, attends. Mais, bah oui, tu peux pas le reprendre là, le pion, puisque j'ai mon fou qui le protège. Ouh là là, ça va tenir. Oh, j'ai un cavalier derrière, tout va bien. Tant que j'ai mon cavalier ici, tu peux pas me contester ça. Ce qui nous permet d'avoir, nous, nos deux pions blancs, on contrôle... On va écrire avec ces deux pions-là, on contrôle ces cases-là. Et avec le cavalier, on contrôle ces cases-là. Un petit mur qui empêche le pion d'avancer. Mais attention, hein, dès que le cavalier choix, boum, le pion ne contrôle... Enfin, le pion peut partir à dame. Petit échange ou pas? Non, petite hésitation aussi de la part de Caruana. On avance, on n'avance pas. Oh là 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 là. Un pion passé chacun. Un pion à l'aile chacun. Vous préférez qui là? Vous préférez les blancs ou vous préférez les noirs? L'ordi préfère encore les blancs, mais un chouïa, rien d'extraordinaire, une partie plutôt équilibrée. Pas de... Rien de transcendant de part et d'autre. Les blancs, les noirs qui prennent un peu plus d'espace à l'aile roi grâce à ce pion qui avait été précocement envoyé jusqu'en H4. On pousse de la part de Wang Hao le pion blanc passé pour essayer de l'approcher de la dame. Hein. Plus un pion avance, plus il se rapproche de la promotion, plus il devient dangereux, mais en même temps fragile. Recontestation de la colonne ouverte par les blancs. Les noirs qui avancent, vous voyez là, les blancs sont sous pression, les blancs reculent, les blancs sont mal, et ce pion, on se dit qu'il va peut-être pas réussir à être défendu bien longtemps. Le fou qui vient attaquer la dame qui n'a pas beaucoup de cases sympathiques, voire une seule, c'est la case A1, qui lui permet de continuer de protéger ce cavalier très important puisqu'il défend le fameux pion passé et qu'il empêche le pion noir passé d'aller à dame. C'est tendu chez Wang Hao, mais l'ordi confirme. Bah oui, regarde, tu peux plus le défendre là, regarde, j'ai ajouté un attaquant. Tu vas défendre avec quoi là? Pour l'instant, tu n'es défendu qu'avec le cavalier. Et moi, j'attaque avec ma tour. Il faut ajouter un défenseur, là, ou pas? Ah bah non, parce que le cavalier qui défend, c'est bon. On échange, tout va bien. Bah ouais, mais maintenant, j'ai ma dame, et t'as plus de tour. On fait quoi, là? Tu sens, là? Tu sens? Bah ouais, mais mon cavalier défend le pion. T'es sûr qu'il défend le pion, le cavalier? Si ton cavalier prend le pion, ta dame, elle est en prise. Encore faut-il pour cela que Fabiano réussisse à attaquer ce pion avec une autre pièce. Qu'est-ce qu'il a comme autre pièce? Il n'a pas grand-chose. Hein. Le roi et le fou. Petite avancée du pion blanc de Wang Hao qui aime bien les avancées près de la promotion. Le roi qui essaie de venir. Et là, on peut dire que c'est un blunder. Hein. D'après l'ordi, c'est vraiment ce qui a fait, ce qui a enterré les chances de Wang Hao de décrocher la nulle. Et oui. Pourquoi? Il s'avère que le coup qui permettait de tenir encore un petit peu, peut-être, c'était de jouer F3 qui empêchait le fou noir de venir ici. Regardez, maintenant que le roi est parti dans le coin, le fou noir peut venir en E4 et d'ici, il attaque le pion. Les blancs ne peuvent pas prendre le fou, sinon ils perdent leur dame. Résultat, le pion blanc est attaqué 2 fois par le fou et par la dame, ce qui veut dire que les blancs n'ont plus aucun espoir de le transformer en dame. Il restera à protéger ce pion-là. Dans un sursaut d'orgueil, le pion essaie d'aller à dame discrètement. Peut-être qu'on ne va pas le voir. On ne sait pas. Le pion décède et dans la foulée, Wang Hao abandonne. Il n'a plus d'espoir.
Tu as vu mon pion qui partait à dame. Je te laisse partir. GG Fabiano, gagner avec les noirs, ce n'est jamais chose aisée. À votre niveau surtout. Ça a tenu longtemps, mais il a réussi à mettre de la pression, à prendre de l'espace, à repousser les blancs dans leur retranchement et à décrocher une victoire avec les noirs. GG, GG, gars. L'avant-dernier match que je vous propose aujourd'hui, c'est Grichouk versus Guiri. Est-ce que Guiri va réussir à l'emporter avec les noirs face aux Russes, ce qui lui permettrait de revenir dans les pattes de Yann et d'envisager, au cas où il marque des points et que Yann perde, etc. C'est assez compliqué parce que le départage entre Guiri et Nepomniachtchi est à la faveur du Russe. Est-ce que Guiri va réussir à l'emporter ? Il doit tenter le tout pour le tout. De son côté, on sait que Grichouk est un bon joueur, mais qu'il est parfois un petit peu fragile. Alors, c'est pas méchant ce que je dis, mais parfois, il envoie tout et un peu instable, on va dire, et il peut s'écrouler parfois dans des positions qu'il aura provoquées lui-même. Et Guiri a montré depuis le début de cette deuxième moitié des candidats une forme incroyable. Il a marqué 4 points sur 5 rondes. Là, c'est la 6e, mais c'est les noirs. Et Grichouk, il ne va pas se laisser faire. On sait qu'il joue toujours le tout pour le tout. La partie commence avec une défense ouest-indienne, qu'on appelle en anglais la défense Queen's Indian, parce que c'est le fianchetto côté dame. On va pousser le pion B6 et mettre le fou derrière. De son côté, les blancs mettent aussi leur fou blanc, leur fou de case blanche en fianchetto. Et là, on joue ce qu'on appelle la variante Capablanca du nom de José Raúl Capablanca qui était cubain et qui a été champion du monde au début du XXe siècle, dans les années, je dirais, entre 15 et 25 à peu près. Et la variante, c'est la variante où on a fou des deux, C5. C'est comme ça, on donne des noms, comme ça on sait un peu de quoi on parle. Ouais, tu connais la variante Capablanca et hop, ah oui, je connais, tac, voilà. Un petit échange, un petit pion qui a l'air un peu bizarre, un peu tout seul, mais non, il va vite se faire rattraper par son copain, le pion de la colonne A ici, en A5, et qui va protéger donc le pion B4, et qui va un peu embêter les blancs, notamment parce qu'ils seront empêchés de poser leur cavalier sur la superbe case C3, leur case de prédilection, comme j'aime à le dire. Roc noir, roc côté roi de chaque côté. Les pions avancent tranquillement, vous voyez, je vous le dis, le pion A5 qui arrive, de l'autre côté on joue A3, un cavalier qui part au bord parce qu'il a pas beaucoup de... Il a peur en venant en C6 de se faire attaquer par les pions centraux. C'est un peu étrange comme sortie, l'aile dame a l'air prête au combat et l'aile roi assez ancré sur ses positions. Un cavalier qui fait un retour en E1 de la part de Grichouk, et là on arrive à une partie unique depuis que la seule fois où cette position a été rencontrée d'après ma base de données, c'est Cavalier qui avait repris le fou, qui permettait au cavalier de rebondir et d'être central, mais là c'est le roi. Alors on peut se dire tiens, il est exposé, oui mais vu que les noirs n'ont plus de fou, comme les blancs, hein, les fous ne sont plus sur le plateau, il n'y a plus de fou de case blanche, et donc le roi n'est pas attaquable directement. Et comme il est dans la position du fiu en fianchetto, pardon, les cavaliers adverses devraient se mettre sur une de ces 3 cases rouges, et elles sont toutes bien protégées, donc le roi n'est pas vraiment dans un danger, hormis par une éventuelle dame qui n'a pas que ça à faire de mettre juste échec. On poursuit donc, on attaque, c'est traditionnel, le fianchetto adverse avec un pion de l'aile. Allez, on y va. Un petit échange de pions. Et là, les pions blancs qui essaient de prendre de l'espace au milieu, ça a l'air très tendu, très tactique. Qui va réussir ? Il s'avère qu'en ce milieu de partie, hop, Grichouk va trouver une magnifique case B5 pour sa tour. Tour B5, on peut se dire, oui, mais après, il va se faire embêter par les pions. Ben non, parce que le pion C a disparu. Souvenez-vous, c'est la variante Capablanca. Le pion C disparaît, ce qui crée un peu plus tard une case, un avant-poste tenu par une tour, ce qui est assez étrange. Les avant-postes sont généralement tenus par les cavaliers ou par les fous. Mais là, c'est une tour qui est sur un avant-poste et l'adversaire ne peut pas venir vraiment l'attaquer directement, hormis par une autre tour. Donc, tout va bien pour les blancs. Consolidation de l'aile roi avec le pion H4. Idem pour les noirs. Grichouk ne se laisse pas faire, je vous l'avais dit, il envoie tout, il pousse ses pions, il prend de la place avec ses pions. Le cavalier danse un petit peu. Petite ouverture, peut-être un peu maladroite de la part de Guiri, d'après l'ordi, hein, c'est pas moi qui serais capable de juger ça, qui pense isoler 2 pions, enfin, créer 2 pions isolés en tout
chez les blancs, ce qui serait une fragilité par rapport à ces deux pions ces deux pions liés, colonne A et B. Il s'avère que l'ordi n'est pas trop fan. Pourtant, on peut se dire, on va s'en sortir. Ben non, le cavalier D, qui est en colonne D, et attaqué par le cavalier adverse, est déjà soutenu aussi par la tour. Donc quand le cavalier noir vient attaquer la dame qui se trouve en D3, elle peut reculer en E2 tranquillement. Et là, un enchaînement de coups. J'ai fait tourner Stockfish un petit peu. Il aime pas du tout ce qui s'est passé de la part de Guiri. À chaque coup, il dit c'est pas terrible. Donc la tour reprend, là il y a égalité matérielle. Le cavalier revient là. Alors je ne connais pas les raisons profondes ou philosophiques qui font que ce coup n'est pas terrible, mais l'ordi préfère que Guiri ramène une tour, notamment la tour E, je crois, en colonne C, qui serait probablement plus active. Et le cavalier en fait vient devant et il gêne l'activité des pièces noires. Petit recul de la tour blanche. Le cavalier qui revient là, l'ordi n'est pas encore content. Il aurait aussi préféré la dame ici dans la grande diagonale plutôt que face à la tour. Peut-être des mauvais calculs, peut-être une mauvaise tentative. Il faut savoir que Guiri doit marquer un point entier. Donc il est prêt à tout. Il doit tenter des choses, quitte à perdre la partie. C'est peut-être ce qui s'est passé. Je n'ai pas entendu ce qu'il a dit en conférence de presse. Alignement pour une petite batterie en colonne D de la part de Grichouk. Les noirs continuent d'essayer d'ouvrir les portes qui donnerait accès au roi noir, mais Grichouk prend l'avantage avec ce petit pion. Oui, c'est un pion, ça compte. Et regardez le roi noir ultra exposé, mais il n'y a plus de fou, donc pas de danger de grande diagonale. Et il y a tour dame qui protège, pas pour longtemps parce qu'il y a échange des dames qui profite généralement aux défenseurs. Quand il y a une grosse attaque, quand on échange les dames, ça enlève des munitions à l'attaquant. Mais est-ce que vraiment c'est Guiri qui attaque? Pas sûr. En réalité, c'est plutôt Grichouk qui a une grosse activité de pièces. Et malgré un cavalier qui est ici, le cavalier noir n'a pas de super case pour aller embêter les blancs, alors que le cavalier blanc, lui, a par exemple ce superbe avant-poste D5 pour venir un peu chez les noirs. Rien n'est gagné, mais l'ordi dit déjà que la position est écrasante pour les blancs. Bah oui, on a beau avoir qu'un pion d'avance, l'ordi parfois il dit non, ça c'est perdu. Peut-être parce que ce pion-là est indéfendable pour les noirs, et ce qui entraînerait une fragilité de A. C'est peut-être ça. Peut-être tout simplement que j'ai une tour, quand je suis les blancs, sur la colonne ouverte. Bah ouais. Donc, le cavalier qui avance, et là, les blancs qui provoquent un échange de tours. Si, ils veulent un échange de tours. Allez, on y va. Petit jeu de tours. Est-ce que tu vas réussir? Bah, j'échange. Mais t'es sûr que c'est gagnant? Ah, ben là, regarde ce pion-là. Il est passé. Ce pion, oh là, ouf. Tu sens là que ça va pas bien se passer? Pas besoin de manger le pion ici. Non, trop de danger que la tour adverse noire vienne embêter le roi noir en le mettant en échec et le reculer de l'action. Le roi, en finale, aime être actif et donc plutôt aller vers le centre, jouer son rôle de monarque. Et avec cet échange de tours, on a un pion passé, isolé, et le roi va pouvoir tranquillement venir l'épauler si besoin. Les blancs avancent et on arrive à au 50e coup, au moment où les blancs vont abandonner parce que la pression est trop forte. Échec. Mais oui, les blancs ont pressé. Regardez, ce pion ne réussira pas à être défendu. Le roi noir peut faire sa vie. Et le roi blanc, peut faire un petit peu sa vie chez les noirs. Et c'est là que les noirs abandonnent. Ce pion ne pourra jamais passer. Le roi noir tout seul ne peut pas s'occuper de deux pions. C'est déséquilibré et Anish perd. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'a plus aucune chance de s'en sortir si tant est que Yann marque un point. Et même Guiri perd, ce qui veut dire qu'il n'a plus de chance de s'en sortir. La micro-chance, peut-être, j'ai pas calculé, ce serait que Maxime gagne face à Yann et qui regagne demain avec Yann qui perd et Guiri qui perd, etc. Ça paraît impossible. Yann, quasiment assis dans le fauteuil. On ne sait pas encore si ce sera un fauteuil de ministre ou une petite chaise. Mais en tout cas, Yann, il peut sourire. On en vient au match du jour. L'enjeu est capital. Il s'agit d'une place en finale pour Jan Nepomniachtchi qui jouera les blancs et d'une
d'un petit espoir pour Maxime Vachier-Lagrave qui jouera les noirs. Si jamais Maxime gagne, Nepo se fait coller au basque par le français. Mais s'il y a match nul ou si Nepo gagne, puisque Guiri a perdu, Yann serait officiellement qualifié contre Magnus Carlsen en fin d'année. La partie commence avec une ouverture extrêmement étonnante, il s'agit de l'ouverture Réti. Pas de quoi s'affoler néanmoins, souvent cette ouverture aboutit quelques coups plus tard à une transposition, c'est-à-dire qu'on part par un chemin différent mais on arrive sur une ouverture plus classique, notamment le Gambit Dame refusé. On continue avec C4, le English Opening, l'ouverture anglaise, mais, voyez. Attendez, comment ça, mais, voyez. Ben non, il n'y a pas le Gambit Dame là, il n'y a pas le D4 qui est parti, qu'est-ce qui s'est passé? Un Fianchetto. Mais attends, Maxime, il joue pas la Najdorf, mais la Grunfeld, Maxime, qui es-tu? What? Maxime, qui joue, on le sait, c'est sa marque de fabrique un petit peu, joue toujours les mêmes ouvertures, notamment avec les noirs. Et là, non, il nous surprend avec un Fianchetto côté dame, ce qu'on n'a pas l'habitude de le voir faire. De son côté, Yann, Fianchetto côté roi. Tintin. Oh! Troisième Fianchetto pour Maxime. Le Fianchetto, c'est quand on pousse le pion colonne B ou colonne G. On avance d'une case et on met le fou dans la petite case que l'on aura ménagée. Juste au coup d'avant. Les deux pions quand même, voilà, on finit par D4. Et là, on a transposé, on se retrouve dans ce qu'on appelle une ouverture, une défense, pardon. Alors en français, on dit West Indienne. C'est très rare, hein, c'est la défense avec ce petit Fianchetto côté dame. Et en anglais, on appelle ça Queen's Indian. Donc c'est pas, on dit pas West, mais on dit côté dame, ce qui est un peu plus qui est explicite, on va dire. Et là, coup très étonnant de la part de Yann, très très peu joué, voire pas du tout, enfin très très peu. Le D5 qui prend tout l'espace possible. Ça a pour conséquence d'empêcher le cavalier de Maxime de venir dans sa case de prédilection, à savoir C6, et Maxime doit faire un petit détour et passer par la case A6. Coup d'après, le cavalier vient au centre, vient combattre un petit peu le centre, pas tout à fait, mais un petit peu. Maxime essaie de prendre de l'espace. Le roc côté roi des deux côtés. Une partie qui commence plutôt calmement, même si c'est un début très étonnant. On est arrivé très très vite. Ah bam, voilà, tour D1. C'est une partie qui n'a jamais été jouée. Et là, à nouveau un coup un peu étrange de la part de Maxime qui préfère reculer son cavalier alors qu'il n'a même pas fini son développement et qu'il n'a même pas envoyé ses pions centraux, les deux là, hein, C et D, D et E, pardon, oh là, décidément. Donc il recule son cavalier probablement pour le mettre en D6, ce qu'il fait un coup plus tard. Les deux cavaliers sont donc sur des cases assez étranges. D'habitude, on a l'habitude de C6, F6. Yann comble sa superbe ligne de pions, sa chaîne de pions, trop beau. La tour qui vient au centre, Maxime qui tarde à pousser ses pions. Le but, souvent dans les Fianchetto de la part de l'adversaire, c'est de sortir son fou et d'attaquer le fou adverse et de le manger. Comme ça, on fragilise le roc adverse. C'est ce que fait Yann dès les 10-15 premiers coups. Il échange donc son fou de case noire contre le fou de case noire de Maxime, qui se retrouve contraint d'amener son roi sur une case pas top. Alors, elle est pas top parce que le roi est un peu à découvert, mais il n'y a que la dame en face qui peut vraiment l'attaquer. Les cavaliers de Yann doivent passer par des cases extrêmement protégées pour envisager d'attaquer ce roi en G7. Donc il n'y a pas de danger particulier, mais bon, pas d'avantage non plus des noirs qui ne réussissent pas vraiment à recoller au score, à égaliser comme on dit. Petite balade aussi des cavaliers de Yann. Maxime qui prend de l'espace à l'aile roi. Ça expose un petit peu indirectement son roi, mais il doit jouer de tout pour le tout parce qu'il faut qu'il gagne la partie. Si jamais il tente le tout pour le tout et que Yann est suffisamment solide, Yann assurera le demi-point. Il ne sait pas encore pendant la partie à ce moment-là que Guiri va perdre. Il ne le sait pas, mais ce demi-point serait synonyme pour lui de qualification au championnat du monde. La dame vient à la rescousse du roi. On poursuit avec une petite attaque côté dame, ce coup-ci, pour chatouiller le cavalier de Maxime, qui répond par un échange de pions. Les blancs continuent de prendre de l'espace, malgré tout, avec les pions essentiellement et des pièces qui sont en recul. Un fou en Fianchetto qui n'est pas extrêmement efficace, étant donné qu'il a deux pions bien solides. Et ses copains, il ne peut pas passer à travers ses copains. Il continue des petites manœuvres. Hop, Maxime qui altère, qui désagrège un petit peu la protection du roi adverse, mais
finalement, il n'y a pas vraiment de danger. On peut y croire là. Alors, hop, la tour qui s'infiltre, la tour de Yann qui s'infiltre chez les noirs, la dame qui vient l'attaquer. Ah, on pourrait se dire, mais pourquoi Yann, il n'a pas pris le cavalier là? C'est gratuit. Alors, c'est pas gratuit en fait. Hein. Si jamais Yann mange, fait tour, prend le cavalier en D6, on se retrouve avec, j'avais oublié la tactique, c'était quoi? Tout simplement une dame qui vient en C7, voilà, pardon, et la tour n'a plus de cases gratuites. Donc elle est obligée de prendre normalement le pion D7. La dame, ou le cavalier plutôt, reprend la tour, et malgré une inégalité matérielle, on se retrouve avec des noirs qui n'ont plus que 3 pions, un roi exposé, sinon en danger, et ça n'avance pas, ça n'arrange pas les noirs. Les blancs poursuivent, alignent leur tour pour essayer de rentrer chez les noirs. Malheureusement, la bataille se déroule côté dame, et le roi exposé s'avère plutôt en sécurité. Il n'y a plus de fou de cases noires chez les blancs, ni chez les noirs d'ailleurs, et le pion E5 est très très solide. Un peu d'échange. Les échanges profitent à Yann. Et Maxime ne trouve pas de faille. Il a essayé d'être un petit peu original dans son ouverture, mais ça n'a pas suffi. Yann a montré depuis le début de cette deuxième moitié des candidats qu'il était très solide et il confirme. On s'approche du 40e coup, à partir duquel on peut proposer la nulle. La structure de pion au centre se solidifie. Yann monte son roi de même que Maxime. Les rois sont plus actifs au centre. Mais là, aucun ne caresse l'espoir de franchir les lignes ennemies. Rien à faire. C'est un échange de fou, un échiquier quasiment symétrique. Et malheureusement, peu après le 40e coup, la partie nulle est déclarée suite à une répétition. Bilan, le classement est affiché. Yann marque un demi-point, Guiri ayant perdu et Maxime n'ayant marqué qu'un demi-point. Il se trouve bien trop loin de la tête pour espérer mathématiquement s'en sortir. Et c'est donc Yann Nepomniachtchi, en forme olympique depuis quelques mois, on l'a vu, qui se qualifie. Donc il remporte les candidats 2020-2021, l'édition spéciale Covid, et se qualifie pour la fin de l'année. Il affrontera Magnus Carlsen à Dubaï lors de l'exposition universelle. Ça se jouera en 14 rondes. On sera bien sûr là pour retransmettre ou commenter ou les deux, ou participer en tout cas à cet événement mondial qu'on a attendu l'année dernière, qui n'est pas venu à cause de la pandémie. Go. GG Maxime quand même pour ton parcours. Il a fallu tout tenter, t'as pas réussi à concrétiser. Moi je t'envoie plein de bisous de réconfort, plein de vœux d'entraînement, et on te retrouvera encore plus fort dans quelques mois, j'en suis sûr. Moi j'ai pas de doute. On se retrouve demain pour une dernière vidéo récap, même si on sait que Yann est déjà qualifié, il y aura moins d'engouement et il n'y aura pas de match vraiment clé. J'espère que Maxime marquera quelques points hello. Suspense. D'ici là, passez une bonne soirée. Je vous aime.